Prenons par exemple un investisseur qui est face à 4 choix possibles. Un studio en centre-ville, un terrain à bâtir, une villa à rénover ou des lots immobiliers à diviser. Comment peut se dérouler dans son esprit un modèle de décision rationnel? Il va tout d'abord déterminer, que ce soit intuitif ou que ce soit fait de manière un peu plus méthodique, les éléments qui vont être décisifs dans son modèle d'investissement. Prenons un exemple simple afin que vous puissiez vous approprier l'outil. Vous êtes investisseur et dans le choix qui vous concerne, 3 critères sont préoccupants. Le premier, celui qui vous intéresse, est la rapidité du retour sur investissement. Le second est la simplicité du dossier à monter. Et le troisième est la perspective de rendement. À ce stade, nous ne donnons pas de priorité à chacun des critères. La première étape va consister dans votre modèle de décision à définir quel critère est prioritaire par rapport à l'autre. Dans notre exemple, avec nos 3 critères, nous allons classer l'importance relative de chacun d'entre eux, que nous allons appeler désormais des attributs, pour l'investisseur. Imaginons que l'attribut le plus important soit le premier des critères, à savoir la rentabilité. Nous allons lui donner le numéro 1. Ensuite, la simplicité du dossier viendrait en seconde position. Et enfin, la rapidité du retour sur investissement viendrait en troisième. Bien évidemment, nous gardons des nombres entiers afin que la compréhension soit plus simple. Mais vous êtes libre, dans un modèle personnel qui comportera autant de critères que vous le souhaitez, de séparer chacun des critères par des décimales et pour les utiliser après en tant que coefficient. Vous pourriez par exemple imaginer que la perspective de rentabilité soit 1,1 pour vous, tandis que vous attribueriez le coef de 0,9 à la rapidité du traitement du dossier, et ainsi de suite. Vous êtes absolument libre. L'idée, c'est de pouvoir comparer plusieurs scénarios et de pouvoir comparer plusieurs investissements successifs en ayant une trace de votre processus de décision qui vous permettra de prendre plus facilement la décision au moment opportun en étant moins influencé par des phénomènes externes. Dans un second temps, vous allez utiliser les critères préalablement définis pour classer chacun des scénarios d'investissement. Dans notre exemple, vous allez donner la note de 4 au studio de centre-ville parce qu'il offre les meilleures perspectives de rentabilité, puis la note de 1 pour les terrains à bâtir puisqu'il est le plus mauvais, la note de 2 pour les villas à rénover, puis la note de 3 pour les lots à diviser. Si on devait lire ça de manière différente, on dirait que du plus petit au plus grand, du moins intéressant au plus intéressant, vous avez le terrain à bâtir, la villa à rénover, le lot à diviser, et enfin les studios centre-ville qui offrent, selon vos informations, le maximum de perspectives de rentabilité. Vous effectuez la même démarche sur l'ensemble des critères que vous aurez retenus. Encore une fois, pour que l'exercice reste simple et que ce soit facile à appliquer, nous avons choisi des nombres entiers et un classement tout simple de 1 à 4 puisqu'il y a 4 projets. Vous pouvez faire les choses de manière moins manichéenne en fonction de votre maîtrise du modèle et des outils que vous utilisez. Bien sûr, nous vous conseillons de faire ce modèle d'investissement, de le réaliser à partir d'un tableur, ce qui va être relativement simple, nul besoin d'être un expert, mais qui vous permettra quand même d'essayer plusieurs scénarios sans avoir à refaire les calculs chaque fois, ce qui pourrait vite s'avérer fastidieux. Une fois cette seconde étape terminée, il va falloir définir quelles sont vos priorités au moment où l'on parle. En effet, la rentabilité absolue la plus haute possible n'est pas toujours une finalité. Imaginons que vous ayez plusieurs projets ou que vous ayez un capital que vous cherchiez à récupérer rapidement parce que vous savez que d'ici 2 ans, 3 ans, vous en aurez besoin pour faire quelque chose qui vous tient à cœur, votre entreprise ou peu importe. Il va falloir à ce moment-là définir votre priorité en tant qu'investisseur. Pour l'exemple qui nous intéresse, imaginons que la priorité soit la rapidité du retour sur investissement. Nous pouvons passer à la troisième phase en donnant à ces priorités des notes qui nous correspondent. Et nous obtenons le résultat suivant. Dans notre matrice de choix, le critère qui sera le plus important sera la rapidité du retour sur investissement. Nous lui donnerons donc un coefficient de 3, puisque nous avons 3, 2 et 1 pour l'exemple. Le second va être la simplicité du dossier, et le premier va être la rentabilité à terme, à laquelle nous attribuerons simplement un coefficient de 1. Si nous recomparons chacun des scénarios sur cette matrice, nous obtenons le résultat suivant. Pour les lots à diviser, nous obtenons 3 points puisqu'il était juste en dessous des studios en centre-ville en termes de rentabilité, en termes de classement, que nous multiplions par 1 puisque la rentabilité
n'est que le troisième de nos choix auquel nous n'avons attribué qu'un coefficient de 1 dans l'exercice. Vient ensuite la simplicité du dossier qui pour nous est la modalité intermédiaire à laquelle nous avons attribué un coefficient de 2, critère sur lequel les lots à diviser obtiennent 4 points. La rapidité du retour sur investissement, quant à elle, est notre coefficient principal, puisque nous lui attribuons une pondération de 3, puisque c'est notre priorité en l'occurrence sur ce projet. Et 3, alors que je vous rappelle que la rentabilité sur ce critère-là, les lots à diviser, étaient les mieux classés avec une note de 4, on avait classé par ordre croissant, avec 1 terrain à bâtir qui était le plus long, 2 le studio en centre-ville, 3 la villa rénovée, et 4 enfin les lots à diviser le plus rapide pour obtenir un retour sur investissement. C'est ce que le marketing appelle un modèle compensatoire, une note obtenue sur un item pouvant rattraper une mauvaise note obtenue sur un autre et inversement une bonne note pouvant vous donner de la marge sur 2 ou 3 autres critères. Tout dépend bien entendu du modèle que vous aurez bâti. Ceci étant, j'attire votre attention sur le côté extrêmement intéressant de la chose, puisque parfois nous nous demandons pourquoi les gens du marketing essaient d'agir sur une toute petite caractéristique du produit, dans l'immobilier ou ailleurs. Sans doute vous demandé un jour pourquoi on essayait de vendre une voiture, on faisait des campagnes publicitaires qui coûtent des sommes très importantes, en essayant de mettre en avant un élément aussi banal qu'une climatisation. Alors ça c'est pour ceux qui ont plus de 30 ans, ou alors simplement un autoradio, ou un accès à une borne, une connexion Wi-Fi à l'intérieur de la voiture. Comment on peut imaginer qu'un accessoire aussi élémentaire, aussi simple, fasse l'objet d'une campagne qui coûte des millions? Il y a le Wi-Fi si tu veux. Dans cette voiture? Ouais, en haut débit. Mot de passe? Corsa, 2017. Avec un C majuscule. Avec un C majuscule. Découvrez la Corsa Enjoy à partir de 9 490 € Eh bien, seulement. en réalité, une fois que les critères sont satisfaits sur l'ensemble des éléments qui comptent pour le consommateur, quand votre voiture a une consommation qui est comparable aux concurrents, quand votre voiture a un habitacle qui est d'un confort comparable aux concurrents, des sensations comparables aux concurrents, bref, ainsi de suite, une fois que tous ces éléments sont satisfaits dans l'esprit du consommateur, les marketeurs vont essayer de faire la décision sur un petit détail. Et donc, quelquefois, ce qui va faire pencher la balance dans une matrice de choix comme celle-ci, ça va être le résultat sur un accessoire que les autres n'ont pas. Et évidemment, quand on voit ça de l'extérieur, imaginez que sur un autoradio qui va valoir 200 € alors que c'est une voiture qui vaut entre 15 et 20 000 €, ça paraît ridicule, mais parce que tous les autres critères sont déjà satisfaits et que la matrice de décision du consommateur a déjà été analysée par les services et qu'on sait que c'est sur cet item-là, sur ce petit morceau, qu'on va pouvoir faire la différence avec notre concurrent direct le plus proche. Le marketing nous propose également des modèles dits non compensatoires, bâti sur le même principe, avec des attributs et des notes de distinction sur chacun des attributs, avec la petite nuance suivante: si une note n'est pas obtenue sur un des critères, à ce moment-là, le projet ne peut pas être retenu. Ou à l'inverse, si un critère est plus important que les autres, ce critère va, tout au long du projet, être le moteur de la décision. Si je devais ramener ça sur une décision très simple que vous avez peut-être effectuée lors d'un achat immobilier à destination personnelle, votre résidence principale par exemple, je peux imaginer qu'il est possible qu'avec votre épouse, à un moment donné, vous ayez hésité entre 2 ou 3 biens et que finalement, ce qui a emporté la décision, c'est quelques arbres plantés dans le jardin qui étaient plus florissants et mieux implantés dans un que dans l'autre, ou simplement une toute petite différence d'orientation, ou la proximité d'avec une école qui se jouerait à quelques dizaines de mètres. En fait, tout ça parce que, préalablement, les critères qui vous intéressaient obtenaient des notes comparables entre les deux biens. Pour illustrer les modèles non compensatoires, imaginons le même exemple, vous visitez des résidences, vous cherchez des appartements avec des rez-de-jardin parce que vous voulez au minimum un jardin de 100 mètres carrés pour que votre chien puisse se divertir.
Et tant que ce critère-là n'est pas satisfait, il n'est pas question de retenir le bien dans vos modèles de choix.